Avec vous sur Sud Radio, dernier débat de cette saison. Nous reprendrons évidemment en septembre. Ravi d'être avec vous ce matin pour commenter l'actualité une nouvelle fois avec évidemment encore et toujours le vaccin qui domine l'actualité, le pass sanitaire. On va y revenir avec vous, avec Éric Vérag, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Bonjour Éric. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Virginie Leguet, bonjour. Bonjour. Journaliste, Bonjour. éditorialiste politique, et Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Et vous êtes également fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Donc je vous ai annoncé le sommaire, hein, évidemment. Passe sanitaire, faut-il encourager la vaccination, et pour l'encourager, faire que les tests deviennent payants, beaucoup de propositions. On va y revenir avec vous. On commence notre tour de table habituel. Virginie, on parlait livres. Vous, c'est un coup de cœur estival. Voilà, donc on vous écoute. Puisque c'est la dernière émission, je voulais conseiller à tous vos auditeurs d'emmener dans leur valise. Je les ai apportés là, la série Été anglais, je ne sais pas si vous les voyez. Oui. Voilà. Il y en a 3 pour l'instant, 3 tomes qui sont parus. C'est une formidable histoire qui se passe en Angleterre, dans le Sussex, avant la guerre et pendant la guerre. Et franchement, je n'inciterai jamais assez les lecteurs à les lire. L'auteur s'appelle Elizabeth Jane Howard. Et c'est un livre, plutôt une série, voilà les 3 tomes. En plus, les couvertures sont extrêmement jolies. C'est une série formidablement bien écrite et formidablement C'est prenant. C'est une saga, voilà. C'est une saga voilà. Une saga littéraire. Voilà, saga littéraire. Très bien. Bon, ben, on écoute vos conseils en plus de ceux de Gérard Collard tout à l'heure. On oublie la politique. Voilà, on oublie un peu la politique. Oui, on va essayer. Michel Taube, vous, c'est à la fois un coup de cœur et un coup de gueule. Oui, en fait, je ne sais pas si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule. J'ai envie de dire tout ça pour ça. Hier, le recteur de la mosquée de Paris, Chemseddine Hafiz, a reçu Mila à la mosquée de Paris. Ils ont passé 2 heures ensemble. Manifestement, elle avait envie de mieux connaître l'islam et le recteur de la mosquée de Paris avait envie de rencontrer Mila. Donc j'ai envie de dire, voilà, c'est bien entendu une très bonne chose que les gens se parlent, se découvrent, se connaissent davantage. Et en même temps, j'ai envie de dire tout ça pour ça. Chemseddine Hafiz, qui est un ami, et souvent j'ai rappelé qu'en 2007, c'est lui qui, en tant qu'avocat de la mosquée de Paris, avait porté plainte contre Charlie Hebdo sur justement au nom des questions de blasphème. Mila, évidemment, qui a été menacée de mort. Et d'ailleurs, je trouve que les peines qui ont été prononcées, je ne sais pas, des peines avec sursis, je ne sais pas si les personnes qui ont été condamnées comprennent seulement ce que c'est que d'être condamné avec sursis. Mais enfin, voilà. En tout cas, j'ai envie de dire tout ça. Parce que visiblement, certains n'ont pas compris, puisqu'il y a même eu des réactions d'une des personnes condamnées ce matin qui réagissait de façon totalement déplacée une fois de plus et qui visiblement n'a rien compris. Donc, exactement. Je suis vraiment intimement convaincu que dans ce type de criminalité, parce que menacer de mort une personne, c'est vraiment extrêmement grave. Je pense que seules des peines de prison ferme peuvent être comprises par des personnes qui commettent à répétition de tels actes, surtout qu'ils sont devenus malheureusement un modèle de société pour beaucoup de personnes. Mais enfin, bon, bref, je voulais saluer cette rencontre entre Mila et le recteur de la mosquée de Paris, et en même temps, je suis un peu amer en me disant tout ça pour ça, et que de violence il a fallu pour en arriver là. Oui, absolument. Quelqu'un veut réagir peut-être? Oui, je voulais simplement dire que les jeunes qui ont été condamnés avaient demandé à ce que leur condamnation ne soit pas inscrite dans leur casier judiciaire, ça leur aura été refusé. Donc je voulais quand même malgré tout tempérer un peu la légèreté de la peine en disant que l'inscription dans le casier judiciaire leur fermait la porte à un certain nombre d'emplois à vie, et que ça, malgré tout, c'est quelque chose qu'ils vont devoir traîner entre guillemets pendant des années, si ce n'est pendant toutes leurs années professionnelles. Alors j'ai retrouvé le tweet de l'une des personnes qui a été condamnée et qui visiblement n'a pas compris. Cette personne a dit « J'ai insulté une fille sur Twitter parce qu'elle passe sa vie à cracher sur l'islam. Résultat, je lui dois 2500 €. Messieurs, dames, vous savez comment devenir riche maintenant. Go, attiser la haine et porter plainte. »
Sympa. La question qui se pose là, ça me semble-t-il, c'est est-ce que ces gens, je ne suis pas sûr qu'ils étaient tous jeunes, ont compris que les lois de la République étaient supérieures aux lois des religions, aux principes des religions. Je ne suis pas certain, en tous les cas. À entendre cela et à écouter ce que vous venez de dire, je n'avais pas vu les réactions. Hein. Je me demande s'ils ont compris. Bah, visiblement pas, hein. Visiblement pas. Éric Verhaeghe. Visiblement pas, oui. Visiblement pas. Et puis malheureusement, visiblement pas. Et puis manifestement, Mila va évidemment, malheureusement, rester sous protection policière pour longtemps, voire pour toujours. Et que malheureusement, il y en a toujours qui considèrent que... autre chose qui m'a choqué dans la rencontre d'hier, c'est que Shemseddine Hafiz, le recteur de la mosquée de Paris, a dit sous forme de boutade « Vous pourrez pleurer sur mon compte si certains s'en prennent à moi ou m'assassinent parce que j'ai reçu Mila ». Et il y a eu une femme voilée qui a rencontré Mila à la mosquée de Paris et qui lui a dit « Madame, je suis très content de vous rencontrer, vraiment c'est très bien et je vous remercie d'être venue jusqu'à nous, mais je ne veux surtout pas être filmée parce que j'ai peur de me faire poursuivre et moi-même menacer de mort ». Voilà, donc si vous voulez, on reste toujours dans le malaise et dans cette incompréhension et dans cette violence, commise à l'encontre des valeurs de la République, quoi. Oui, Éric Verhaeghe. Oui, en fait, pour tout vous dire, je trouve qu'on en fait trop sur cette affaire Mila. C'est-à-dire que, bien entendu... Vous pouvez vous rapprocher parce qu'on ne vous entend pas très bien. Il faudrait que vous rapprochiez de votre micro. Alors là, est-ce que vous m'entendez mieux? Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Allez-y. Okay. Je trouve qu'on en fait un peu trop sur l'affaire Mila. Ce qui lui est arrivé est évidemment totalement scandaleux. Alors maintenant, lui accorder une espèce de rôle d'effigie, personnellement, ça me met mal à l'aise, tant que j'ai vu les images de son passage à la mosquée. Objectivement, je trouve qu'on peut se comporter de façon un peu plus respectueuse des codes quand on se déplace dans une mosquée. Donc moi, je trouve que, par exemple, les touristes que je vois parfois dans des églises, les épaules dénudées, en short, en t-shirt, ça me gêne parce que quand on va dans un lieu religieux, même si on n'est pas croyant, on fait preuve d'une forme de respect pour les gens qui croient et qui vont dans cet endroit. Et moi, je serais musulman, et Dieu sait si je n'ai pas de sympathie pour l'islam, je l'ai quand même beaucoup dit, beaucoup répété, je verrais la tenue de Mila dans la mosquée, je vais vous dire, ça me gênerait, parce que... Mais rien dans les... Comme elle se promène dans une mosquée. Voilà. Mais rien dans les préceptes de l'islam interdit à personne de venir avec des cheveux colorés et comme elle l'était, la preuve c'est qu'elle a été reçue. Non, mais je ne suis pas non plus adepte de ces choses, mais je sais qu'il y a une mode qui consiste à parler de nuances et de délicatesse. Mais elle avait un pantalon, un chemisier fermé jusqu'au cou et des manches longues. Qu'est-ce que vous vouliez qu'elle fasse? Elle a des cheveux bleus, elle a les cheveux bleus. Je comprends pas cette remarque, quoi. Non, qu'est-ce qu'il y avait d'indécent dans son... Je me mets à la place des croyants. Objectivement, je trouve que quand on va dans un lieu sacré, on ne se promène pas avec des cheveux bleus sur la tête. Voilà. Mais elle était couverte. Non. Personne ne l'oblige à y aller. Bon, allez, on marque une pause. C'est l'heure du journal, on marque une pause et on se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi pour commenter l'actualité, avec vous, et vous pouvez évidemment réagir 0826 300 300 avec Virginie Leguet, journaliste politique, éditorialiste, Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort, Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, et Éric Verhaeghe, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. On va continuer avec ce qui a retenu votre attention dans l'actualité. On va parler tout de même de l'avancée du variant Delta, des décisions que sera vraisemblablement amené à prendre le gouvernement, vous l'avez entendu dans le journal, pour aller vers une vaccination obligatoire. Juste un mot, Éric Verhaeghe, qu'est-ce qu'il y avait d'indécent dans la tenue de Mila? Elle avait les cheveux attachés, elle avait un pantalon, elle avait une chemise. Je n'ai pas utilisé le mot indécent. Je dis juste qu'il y a des codes dans les lieux religieux et que c'est comme ça. Il y a un code. Enfin, moi, j'estime que la chevelure bleue d'une jeune femme
qu'il y a eu des mailles à partir avec des musulmans dans une mosquée, je ne suis pas sûr que ce soit de nature à complètement apaiser tous les musulmans. Voilà, maintenant... Vous voulez quoi, qu'elle se voile, qu'elle mette une burqa, qu'elle... Non, mais je vous pose la question. Et il y a des codes, c'est comme ça, il y a des codes implicites dans le monde religieux. Les cheveux bleus sont interdits dans une mosquée, ce qui est très bien. Je pense que je ne suis pas sûr que ce soit un signal, un symbole totalement positif. Mais toutes les femmes musulmanes ne se voilent pas quand elles vont à la mosquée, que je sache. Ouais, Eric, alors, moi, ce que je voulais dire... Attendez, mais je crois que tout le monde aujourd'hui donne des leçons de nuance. Je fais partie de ceux qui... Non, mais je voudrais comprendre. Mais je voudrais comprendre. De dire que mon discours est plus nuancé que ce que vous dites. Je ne suis pas en train de dire qu'elle devait être voilée. Je vous dis juste que quand des jeunes filles font le choix d'avoir des cheveux bleus et qu'elles se sont pris les pieds dans le tapis avec des musulmans de façon très méchante... Pardon, c'est elle qui est coupable? Moi, Valérie, je ne comprends pas. C'est elle qui est coupable? Pas du tout. Ouais. Vous dites elle s'est pris les pieds dans le tapis. Je ne dis pas qu'elle est... Elle a eu des mots qui sont... Elle a exprimé son opinion sur l'islam, comme moi-même je le fais régulièrement. C'est-à-dire, moi-même, je suis pour l'interdiction du voile. Je considère que l'islam que le Coran véhicule des messages violents. Voilà. Maintenant, il ne me viendrait pas à l'idée d'aller dans une mosquée dans n'importe quelle condition pour dire... Vous auriez du mal. C'est tout ce que je dis. Je ne pourrais pas avoir des cheveux bleus, je vous le concède. Je n'ai pas compris. Ce que je dis, j'ai le droit d'exprimer ma liberté de conscience en disant qu'à un moment donné, il est scandaleux qu'elle ait été harcelée et c'est très bien qu'il y ait eu des peines de condamnation, je n'ai pas de problème là-dessus. Maintenant, le symbole qui est envoyé dans ce genre d'image, moi, me paraît, elle n'est pas une chef d'État, donc rien ne justifie qu'on en fasse une affaire et que les chaînes de télé d'infos continuent couvrent cet événement comme si c'était un événement majeur. Et je trouve que l'image qui est envoyée n'est, à mon avis, pas de nature à complètement satisfaire un certain nombre de musulmans qui ont été blessés par ces propos. Voilà. Mais à ce moment-là, je dis aucune forme d'islamophilie. Virginie, l'entrée dans les lieux religieux, par exemple, des gens tatoués ou des gens qui ont des piercings ou de tous les jeunes, en fait. Je ne vois pas pourquoi elle avait... Tous les jeunes n'ont pas des piercings. Elle avait une tenue extrêmement décente. Elle a des cheveux bleus, elle les avait avant, elle les aura après. Moi, là, je ne vois rien de choquant, quel que soit le lieu de culte, que ce soit une église. Est-ce que le problème, c'est ça? Est-ce que la problématique, c'est l'habillement et la façon dont elle est habillée? Je refais la nuance. Je ne dis pas que je suis choqué. D'accord? Et par ailleurs, vous avez tout à fait le droit, Virginie, de penser autrement que moi. Voilà. Oui, non, mais nous débattons. Nous débattons, justement. Je vous dis que moi, quand je vais dans... Je constate que pour accéder à une synagogue, il y a des règles vestimentaires. Pour accéder à une église, il y a des règles vestimentaires, des règles d'apparence. Et c'est vrai On peut y aller avec les cheveux bleus dans une église. Moi, ça me choque. Je pense que Eric... Jean-Luc, Michel Taube. Je pense que Eric, malgré lui, se fait un peu le porte-parole des croyants de toute confession ou des... je dis malgré lui, parce que je ne sais pas si tu es croyant et peu importe. Mais ce que je veux dire, ça donne d'autant plus de force au fait que Shamseni Nafiz ait invité Mila et que Mila soit venue telle qu'elle est, c'est-à-dire elle n'avait pas à changer, et je trouve ça très bien que le recteur l'ait reçue telle que Mila est, avec telle qu'elle est. Exactement. C'est une leçon, c'est ça la laïcité, enfin, c'est ça un pays libre. C'est un pays dans lequel toute personne peut entrer aussi dans un lieu de culte, si tant est que, effectivement, il y a partout des règles dans la vie. Je répète, Mila était très bien à rendre visite au recteur de la mosquée de Paris, et je pense que beaucoup de croyants, effectivement, comme le dit Eric, en ont peut-être été choqués. Et bien, tant mieux qu'ils réfléchissent à pourquoi le recteur de la mosquée de Paris l'a invité à venir à la mosquée de Paris. C'était un acte de laïcité utile dans ces temps difficiles.
Oui, une auditrice m'envoie... La laïcité dans un lieu sacré, bon, qu'autant on dise la laïcité dans la rue, etc., dans une église, dans une synagogue, dans une mosquée, c'est pas la question. Il faut être laïque. Ouais. Mais est-ce que c'est la question? Moi, je crois que la religion religion a plutôt comme but de réunir, de rassembler, quelles que soient les différences de couleur de cheveux ou de couleur de peau ou de couleur de je ne sais pas quoi, plutôt que d'exclure les gens parce qu'ils auraient les cheveux bleus, rouges ou jaunes. Je crois que c'est pas le problème. Le problème, c'est plutôt quelle valeur Mila accordait à cette visite, et visiblement, elle en accordait suffisamment pour s'habiller extrêmement correctement. Et elle était couverte, elle était tout à fait décente, elle n'était pas provocatrice ni provocante, et elle a fait l'effort de montrer qu'elle savait où elle allait. Ouais, il me semble que c'est suffisant. Voilà. Allez, on va changer de sujet. Alors, Éric, c'est un coup de gueule. Éric Verhaeghe. Je vais quand même rajouter de l'eau au moulin, puisque je voudrais pousser en effet un coup de gueule, enfin un coup de gueule ricanant, puisque je constate que Esther Benbassa, sénateur écologiste, a été mise sur la touche par son groupe parlementaire, puisque elle est accusée, visiblement avec des preuves assez troublantes. Elle-même a présenté ses excuses pour un certain nombre d'attitudes qu'elle a pu avoir. Elle est accusée d'avoir lourdement harcelé moralement ses collaborateurs. Et je trouve ça plutôt intéressant, si vous voulez, mais je parle avec nuance, puisque j'ai entendu qu'il y avait des subtilités. Esther Benbassa a quand même donné beaucoup de leçons de vivre ensemble, d'humanité, de diversité. Je l'ai quand même beaucoup entendu sur les plateaux expliquer qu'il fallait aimer tout le monde et aimer son prochain. Et on s'aperçoit qu'une fois de plus, les donneurs de leçons sont surtout ceux qui ne les appliquent jamais. Et comme très souvent, on peut se demander si les gens qui adorent donner des leçons de morale aux autres ne les donnent pas pour éviter d'avoir à les appliquer eux-mêmes. Ouais. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, c'est ça? Et Esther Benbassa, entre parenthèses, a les cheveux un petit peu rouges. Ah oui. Très juste. Je voudrais nuancer. Je trouve très bien que les gens aient les cheveux rouges ou bleus. Simplement, quand on fait ce choix, on assume derrière, et on va reparler sur le pass sanitaire, que voilà, c'est un engagement. Ouais. Alors, on va marquer une pause. Vous pouvez réagir à ce que vient de dire. Je crois que vous la connaissez bien, Jean-Luc Benamias, Esther Benbassa. Il m'est arrivé de la croiser. Il m'arrive de la croiser, oui. Oui, voilà. Bon, on va en dire quand même un mot, effectivement. À tout de suite. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Donc nous parlions d'Esther Benbassa, cette affaire donc qui a été révélée par Mediapart, des plaintes, des dénonciations de harcèlement, d'un comportement tout à fait inadapté, pourrait-on dire, pour rester dans l'euphémisme. Elle a décidé de se mettre en retrait pour pouvoir examiner tout cela. C'est Éric Verhaeghe qui évoquait cette affaire. Virginie Leguet. Non, je suis d'accord qu'aucun élu, et surtout pas ceux qui décernent des brevets de bonne conduite ou de bonne pensée politique, ne sont à l'écart des lois et des règlements et de la décence dans le traitement des gens qui travaillent pour eux. Aucun. Et donc, visiblement, elle a tout à fait conscience d'être dans une situation difficile parce qu'elle a présenté ses excuses, elle se met en retrait. Après, l'enquête suivra son cours. Absolument. Donc, Jean-Luc? Il n'y a pas d'enquête, c'est aux salariés. Malheureusement, c'est pas la première fois qu'on entend parler et quelle que soit la sensibilité politique des députés, sénateurs, c'est pas la première fois. Plusieurs affaires ont eu lieu, je citerai personne, mais vous voyez bien de qui je veux parler, notamment d'ex-candidats au présidentiel, par rapport à leurs collaborateurs. Moi, qui étais député 2 fois, j'ai vu ça autour de moi assez régulièrement, et j'analysais ça en me disant, en fait, c'est un manque d'autorité naturelle pour ces personnes, de se sentir obligées d'être ultra autoritaire, d'interdire à tel ou tel salarié de prendre telle ou telle disposition, parce que parfois il peut y avoir des salariés qui sont malades, qui sont en difficulté. Voilà. Alors Esther subit cela.
j'ai été pendant la pause, là, j'ai regardé, ça m'avait échappé. Donc j'ai été regardé. Voilà, ça a l'air assez lourd au sens où c'est pas un salarié, c'est plusieurs. Donc à ce niveau-là, voilà. Mais je trouve ça, bon évidemment, ça veut rien dire ce que je veux dire, mais c'est totalement regrettable parce que je trouve ça, à un moment donné, ces affaires-là sortent toujours. Voilà. Comment peut-on être élu et comment peut-on rester en poste? C'est vrai qu'il faut du temps, c'est comme dans les affaires de harcèlement sexuel, il faut du temps pour des salariés pour parler. Évidemment. Donc elle vient, effectivement, elle vient de présenter ses excuses et elle annonce qu'elle se met en retrait. Michel Taube. Non, moi je voulais juste souligner que c'est pas quelques affaires. Il y a de nombreux collaborateurs parlementaires qui sont d'ailleurs regroupés dans des associations qui, depuis des décennies, protestent contre des comportements de harcèlement, de manque de respect de la part d'élus de la République. C'est malheureusement un phénomène qui est assez profond et ce sont des abus de pouvoir, en fait, au-delà de telle ou telle affaire. Et il y a malheureusement, ce n'est pas la première fois que ce genre de comportement est dénoncé. Et je crains qu'il y en ait beaucoup. Il y en a beaucoup il y en a qui sortent dans les médias, mais il y en a qui ne sortent pas et qui ont occasionné chez des collaborateurs parlementaires de graves problèmes de santé, de changer de vie parce qu'ils ont été complètement abusés dans de nombreux termes. Ce qu'évoquait Éric Vérac, c'est le décalage entre la personnalité d'Esther Benbassa et les plaintes qui arrivent contre elle. C'est aussi ça qui mérite d'être souligné. Non, alors là, excuse-moi Valérie, mais pas plus Esther que les autres personnes que je n'ai pas citées, mais dont je connais les noms et qui sont parus, c'est souvent des donneurs de leçons. Hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais pas elle particulièrement, pas uniquement elle, si tu veux, Valérie. Voilà. Non, mais je dis que c'est particulièrement regrettable de quelqu'un qui donne des leçons d'une manière générale. Voilà. Il faut ajouter que les attachés parlementaires sont le plus souvent extrêmement mal payés et on leur explique en compensation que pour eux c'est une formidable initiation à la vie politique, à la vie parlementaire, mais que les conditions de travail, alors là je ne parle pas des relations avec leur employeur qui peuvent varier selon les employeurs, mais que les conditions de travail financières sont en général extrêmement difficiles pour eux. C'est pour ça que le statut a été retravaillé notamment à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il était grandement temps. Et ce ne sont pas que les associations, ça s'appelle les syndicats. Hein. Exactement. Je crois qu'ils ne sont pas si mal payés que ça, non ? Ça dépend. Ça dépend comment vous partagez. Il y a la discrétion du parlementaire. Il y a une somme. Pénélope Fillon était très bien payée, par exemple. Oui, mais par d'autres réseaux. Je plaisante, c'était une boutade. Jean-Luc, on va passer à votre coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule, c'est relativement soft, mais c'est la déclaration de Clément Beaune, qui est secrétaire d'État aux Affaires européennes. Alors, il n'est pas ministre de l'Intérieur, il n'est pas... non, il déclare hier, en tant que secrétaire d'État aux Affaires européennes, n'allez pas, chers Français et Françaises, n'allez pas ni au Portugal ni en Espagne. Alors moi, désolé, hein, je vais à Cadaqués dans 2 semaines, en Catalogne, je ne respecterai pas ce qu'il a dit, et je trouve que ce n'est pas le rôle du secrétaire d'État aux affaires européennes. Alors évidemment, les ministres espagnols ont réagi en disant « mais qu'est-ce que c'est ? On a une déclaration de l'Union européenne qui est que tout le monde peut circuler avec le pass sanitaire, avec les tests, mais on ne ferme pas les frontières, en tout cas à l'heure qu'il est. » Voilà. Je trouve ça un peu incroyable de la part de ce ministre à ce poste-là. Voilà, parce que chacun voit bien... Surtout que ça n'avait pas l'air d'être très coordonné, hein, on l'a un peu évoqué hier. Il s'est fait démentir d'ailleurs. Bah évidemment. Alors voilà, c'est une erreur. Et d'ailleurs, il y a Jean-Yves Le Drian, qui est son patron, entre guillemets, exact. ne l'écoute pas, puisqu'il est à Madrid aujourd'hui. Il est à Madrid. Alors franchement, monsieur Le Drian, c'est pas bien, hein, vous n'avez pas écouté monsieur Beaune. Hein. Ouais, non, voilà. Je trouve ça, c'est idiot, parce que ce poste-là est un des postes les plus difficiles en tant que ministre, parce que tout le monde s'en fout. Écoutez, on avait dans le zapping de Gilles Gansman le témoignage d'un Portugais, écoutez.
c'est surtout dur pour les professionnels du tourisme comme Lucas. Ces restrictions nous font mal. On est censé être au pic de l'été et Sintra est à peine à 30-40% de son potentiel touristique. Les clochettes de Louisa sonnent dans le vide. Aujourd'hui, elle n'a pas gagné un seul euro. Vous envoyez, vous, des touristes? Pas de touristes. La semaine dernière, il y avait les va-et-vient des tuk-tuk, des calèches, là, rien. Eh bien, je vais devoir aller à l'agence pour l'emploi. Voilà, donc c'est vrai que le tourisme dans ces pays-là risque d'en pâtir, et on en parlait avec un spécialiste du tourisme, où les Anglais, les Allemands ne voyagent peu cette année, donc il y a des zones qui sont totalement sinistrées. Ça paraît assez inconséquent effectivement de la part de Clément Beaune d'avoir lancé cette petite phrase hier. Éric Verhaeghe. Oui, enfin, une fois de plus, je pense qu'il faut se demander à qui sert la peur et à quoi sert la peur qu'un ministre des Affaires européennes distille comme ça. On y reviendra sans doute tout à l'heure. Ce que je trouve amusant, et pour moi c'est la même chose que l'affaire Benbassa, c'est que Clément Beaune fait partie des gens qui vous expliquent que l'Europe c'est l'alpha et l'oméga de l'existence, sauf que lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts personnels de la France, là, tout à coup, la règle européenne et la solidarité européenne, elle prend un peu du plomb dans l'aile. Et Clément Beaune a donné plein de leçons d'Europe à la Pologne, à la Hongrie. Exactement. Et en réalité, lorsqu'il s'agit des intérêts français, il ne fait pas vraiment mieux que les pays qu'il dénonce. Et d'ailleurs, l'ensemble des pays de l'Union européenne a plutôt tendance à marcher sur les règles que la Commission essaie d'imposer ou d'harmoniser, et a plutôt tendance à faire valoir l'égoïsme national. Ce qui peut se comprendre. Simplement, ce que je trouve amusant, c'est que cet appel à l'égoïsme national vienne d'un des plus grands, plus fervents défenseurs de l'Europe au sein de la Macronie. Et puis, Michel Taube. Moi, je voulais ajouter un point, mais c'est peut-être anticipé sur le débat. Non, mais ça va nous faire la transition pour le débat qui vient. C'est que l'ambassadeur d'Espagne en France, qui a été interrogé ce matin chez vos confrères et nos confrères de France Info, qui était très diplomate dans sa réponse à Clément Beaune, rappelait qu'en Espagne, plus de 80% des personnes de plus de 60 ans sont vaccinées. C'est-à-dire qu'ils ont... et que du coup, s'il y a effectivement une augmentation du nombre du Covid, en revanche, les hospitalisations n'augmentent guère en Espagne. Et ça m'a fait penser que Clément Beaune, finalement, nous impose des mesures voudrait nous imposer des mesures très autoritaires en disant n'allez pas en Espagne et pas en Portugal. Enfin, c'est aussi... parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, parce qu'ils ont mal anticipé, parce qu'en France, on est franchement assez en retard sur les taux de vaccination et on ne peut pas savoir. Et ce ne sont pas les personnes prioritaires, c'est-à-dire les plus vulnérables, qui ont été vaccinées en priorité. Donc finalement, ils nous font porter sur nous-mêmes les erreurs, les avanies et les retards d'une politique qui n'a absolument pas été cohérente ni efficace depuis des mois. Alors, on va marquer une pause et on va aborder ce sujet de la communication gouvernementale, de ce pass sanitaire, du vaccin obligatoire pour les soignants, pour tout le monde. Beaucoup de questions, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on est ensemble pour commenter, débattre. Vous pouvez également y participer, 0826 300. Virginie Leguet, Jean-Luc Benamias, Éric Verhaeghe et Michel Taube sont là pour commenter l'actualité. Donc la transition, vous l'avez évoqué, Michel Taube, avec le sujet précédent. On entend que ce variant Delta est déjà majoritaire en région parisienne, dans des régions du Sud également. Le gouvernement est en train de réfléchir à un projet de passe sanitaire étendu et puis à une vaccination obligatoire, au moins dans un premier temps, pour les soignants. Je sais que c'est un sujet qui vous est cher, Éric Verhaeghe, donc on va commencer avec vous. Est-ce qu'il faut rendre cette vaccination obligatoire? Est-ce que c'est aujourd'hui... Oui, vous relevez le défi. J'accepte de courir avec mon pantalon rouge dans la plaine devant les chapnels allemands. Moi, vous savez, je suis un grand ennemi et du pass sanitaire et du principe de la vaccination obligatoire contre le Covid. Je ne parle pas des autres vaccinations, je pense que chaque maladie a son débat. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, j'entends bien qu'il y a une pression verticale qui s'exerce sur la société française
pour qu'on restreigne au maximum des libertés et qu'on se fasse tous vacciner. Donc moi je le prends avec beaucoup de philosophie parce que ce sera que la énième disposition publique déceptive. Alors, vous savez, on nous a expliqué qu'il ne fallait pas de masque, après il fallait des masques, après il fallait des tests. Alors, chaque fois, si vous voulez, ça foire. Voilà. Et chaque fois, on s'aperçoit que j'ai entendu Jean Castex dire en fait, maintenant, il faut une 3e dose pour que ça marche. Et donc, si vous voulez, moi qui suis pour la décomposition et l'accélération de la composition de ce système toxique, je trouve très bien qu'on laisse les diafoirus au pouvoir nous emmener dans le mur, puisque en réalité, chaque mesure nouvelle qui échoue est un ferment de plus pour l'abstention, un ferment de plus pour la sécession et un ferment de plus pour la décomposition. Il ne faut pas s'en réjouir, Éric. Moi, ça me va très bien. Je m'en réjouis parce que je trouve ce système étouffant et j'en ai marre d'être ruiné par des nuls qui m'expliquent qu'ils sont beaucoup plus malins que les autres. Mais je pensais déjà, si vous voulez, on a vu en Angleterre que 40% des personnes décédées du variant Delta avaient reçu leurs 2 vaccinations. Et en réalité, on fait croire aux gens que le vaccin évitera le confinement. Et je vous garantis que dans 6 mois, on reparlera de confinement, même si on est à 100%. Non, mais attends, Eric, Oui, alors Michel Taube. Non, mais juste sur cette allégation que 40% des personnes mortes du virus Delta. Du variant anglais, du variant indien en Grande-Bretagne. Non, c'est extrêmement grave ça, c'est de la désinformation. Oui. D'autant que... Chiffre paru dans le Figaro. Non, Eric, parce qu'il faut lire les articles jusqu'au bout parfois, Eric. Pardon de vous dire ça, mais... Non, Eric, tu peux avoir... Je suis désolé d'être vraiment en profond désaccord. Moi, je suis surtout en désaccord sur cette légèreté avec laquelle, quelque part, tu te délectes de ce que l'on irait droit dans le mur. Honnêtement, il y a beaucoup de Français qui reprochent aux journalistes, aux médias, et j'en fais partie, d'être comme cela. Et je trouve que c'est très grave. On n'est pas là pour s'amuser. On n'est pas là pour... J'ai le droit de souhaiter un changement de régime dans ce pays. Non, mais vraiment. J'ai le droit de souhaiter un changement de régime dans ce pays. C'est pas là-dessus qu'il réagit. Mais peut-être pas le droit de souhaiter le pire. Bah non. Premièrement. Et deuxièmement... Mais moi, je ne souhaite pas le pire, je souhaite que ce régime disparaisse. Et je souhaite qu'on renouvelle des élites qui nous envoient dans le mur. C'est mon droit. Mais pourquoi? Mais c'est sur le fait d'envoyer dans le mur. Alors allez-y, Michel Taube, et puis après vous réagirez. Que heureusement, en Israël et à Barcelone, pour prendre 2 régions où il y a une reprise épidémique assez importante, il y a très peu d'hospitalisation et d'hospitalisation en service de réanimation actuellement. Et c'est ça, je pense, information importante. C'est-à-dire, un seul décès du Covid en 25 jours depuis le 13 juin, aucun décès en 15 jours depuis le 23 juin. Donc, et sur l'histoire, j'essaye de retrouver les chiffres sur les 40%. C'est pas ce que vous dites est inexact également, Eric. Voilà. Et donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas céder à la panique. Et c'est vrai que moi, je regrette que, tant au niveau des médias que de nombreux gouvernements, il me semble qu'on cède à la panique. Non, justement, apparemment, ça tient. Donc, bien ça devrait plus être une incitation à se vacciner que de voir mourir ou voir... enfin bon, bref, voilà. Donc, moi, je pense que exactement le contraire de ce qu'a dit Eric. Toutes mes excuses. Virginie. Oui, et puis moi je rappelle, alors je ne sais pas si Eric a des enfants, mais je rappelle qu'il y a en France aujourd'hui 11 vaccinations obligatoires, que nous y avons tous emmené nos enfants chez le pédiatre quand ils étaient tout petits pour se faire vacciner, que ça a sauvé dans le monde des millions de personnes parce qu'il n'y a plus d'épidémie de toutes ces maladies infantiles, et que franchement, dire du vaccin qui n'est pas efficace, c'est une contre-vérité dans les pays où le taux de vaccination est à peu près acceptable. Et là, je rejoins parfaitement ce qui a été dit. Il y a des contaminations, mais il n'y a plus de morts. Il n'y en a presque plus. Et ceux qui sont morts, contrairement à ce que vous dites, Eric, n'ont souvent pas eu leur 2e dose ou ont souvent des fragilités qui n'ont rien à voir avec le vaccin. Donc, ce que vous dites est faux. Et dire aux gens de ne pas aller se faire vacciner, me semble-t-il, est dangereux. Il faut que les gens aillent se faire vacciner, il faut qu'ils aient confiance. Et il faut même qu'ils se disent qu'il y a des pays qui réclament les vaccins à corps et à cri parce qu'ils n'en ont pas et que nous sommes un peu des enfants gâtés de
dire ah ben non, nous non seulement on en a, mais ils sont gratuits, ils sont ouverts à tous, mais on décide de ne pas les prendre. Et là, vous prenez en otage toute la partie de la population qui s'est fait vacciner, parfois de bon gré, parfois un petit peu en se forçant, et qui se retrouve aujourd'hui dans une situation où elle se dit je vais me faire reconfiner à l'automne parce qu'une partie de la population ne veut pas jouer le jeu. Il y a quand même des millions de morts dans le monde. Alors, peut-être qu'Éric veut répondre avant que Jean-Luc prenne la parole. Jean-Luc, alors Jean-Luc, puis après vous rebouclerez. Jean-Luc. Tout ça est dû au problème qu'on a souvent discuté sur Sud Radio et ailleurs, sur l'impréparation, les contradictions gouvernementales continuelles. Oui, c'est vrai. Et ça continue. Que quand on écoutait le journal encore de Sud Radio, quelles sont des déclarations en ce moment de nos gouvernants? Panique à bord, le Delta machin est arrivé, panique à bord, il faut remettre le masque à Nice, dans certains quartiers de Nice. On est où là? Alors moi je suis clairement, je regarde les études, j'essaie d'aller jusqu'au bout à chaque fois des études, je regarde, je trouve que, et je regarde surtout évidemment les études issues d'Israël et de Pfizer sur Israël, puisque c'est eux qui ont 9 mois, 10 mois maintenant de tests réels. Donc avec ça, et effectivement ça baisse. Après j'aimerais bien moi, quand nos gouvernants parlent, et parfois certains médias, qu'on fasse vraiment des moyennes à la proportion, qu'on arrête de nous dire que tout d'un coup le virus reprend à fond la casquette alors qu'on serait passé de 200 cas sur 1000 à 210 cas sur, qu'est-ce que je dis sur 1000, sur 100 000, et des choses comme ça. C'est ça qui panique, c'est ça qui fait que on est dans quelque chose de... Au fur et à mesure. On a l'impression qu'on navigue à vue, c'est surtout ça. Certains discours, évidemment, confusion, qui disent ça ne sert à rien, ça ne marche pas, évidemment, sont audibles. Moi, je ne pense pas que ce soit le cas. Je ne suis pas certain non plus, je vous le dis, qu'après uniquement 10 mois de test, on ait des certitudes par rapport à la vaccination. C'est utile, et je l'ai fait dans les 2 premiers millions de Français pour me vacciner, évidemment. Après, je regarde semaine après semaine, parce que les vaccins dont tu parles, c'est des vaccins historiques, c'est-à-dire dont on sait aujourd'hui, les 11 vaccins obligatoires, dont on sait que les effets, on les connaît, maintenant on les a étudiés. Je crois utile, je le redis, mais encore une fois, pareil, excusez-moi, mais quand Jean-Michel Blanquer nous a dit pendant toute l'année scolaire que les enfants ne devaient pas se vacciner, que les collégiens ne devaient pas se vacciner, et qui nous dit « profitez des vacances, chers enfants et chers collégiens, pour vous vacciner ». Qu'est-ce qui aurait empêché de le faire dans les écoles? Évidemment, avec l'accord des parents, mais qu'est-ce qui aurait empêché de le faire au mois de mai, au mois de juin? Strictement rien. Voilà, ces discours contradictoires permettent après toutes les dérives. C'est vrai, je suis d'accord avec ça. Vous avez lu le papier du Monde, cher Éric Vérac, que les vaccinés représentent 40% des nouveaux cas en Israël, et c'est une bonne nouvelle si vous lisez jusqu'au bout. Le variant Delta provoque une lente remontée des contaminations. C'était un phénomène totalement prévisible. Ce qui signifie qu'un peu moins de 5% des vaccinés peuvent être infectés. C'est-à-dire que les chiffres sont quand même extrêmement faibles et que la contamination en elle-même n'est pas grave. Donc voilà, de dire, quand vous dites... Vous aussi, vous êtes dans un discours anxiogène en disant 40% des vaccinés ont chopé le virus. Non, moi je suis dans un discours que je crois rationnel et détaché. C'est-à-dire, j'entends bien cette espèce de pression qui est mise sur les gens, vous êtes des méchants si vous ne vous vaccinez pas. J'ai par exemple pris... Personne dit ça. Je m'en amuse. Attendez, j'ai écouté Virginie, j'ai pris le temps... Mais j'ai pas dit ça non plus. J'ai pas du tout dit ça. Je vais essayer Alors allez-y, Éric. Je t'ai laissé parler. Allez, Éric. J'ai pris le temps dans mon intervention initiale de distinguer la question des vaccins qui sont en effet sur lesquels on a du recul, des vaccins contre le Covid sur lesquels on n'a pas de recul. Mais ce genre de nuance n'est plus audible. Aujourd'hui, on est laminé par un discours qui tourne en boucle, le hamster dans sa roue, qui passe en force et où il n'y a pas de nuance possible sur les choses. Donc moi, sur le fond, je trouve très bien qu'il y ait des gens qui se fassent vacciner. Je dis juste que la politique qui va consister à mettre sous pression toute la société avec des arguments culpabilisants et moralisateurs, va avoir des effets destructeurs. C'est tout. Après, pour qu'on fasse la vaccination obligatoire, on verra comment les gens réagissent. Et on verra sur quoi vous vous basez pour dire... sur quoi vous vous basez pour dire que ce vaccin, qu'on a du recul sur les autres vaccins et pas sur celui-là?
si vous regardez les études, si vous regardez ce que disent les chercheurs qui travaillent sur l'ARN messager depuis... Ça fait 20 ans qu'on travaille pratiquement sur l'ARN 25 à 30 ans, et que les effets secondaires apparaissent en général dans le mois qui suit la vaccination, mais qu'aucun lien sur aucun vaccin n'a pu être prouvé sur des conséquences après plusieurs années. Moi, j'ai entendu d'autres médecins... Il y a l'AstraZeneca, pour ceux qui ont un doute sur l'ARN messager. Attendez, je voudrais qu'Éric réponde, mais il y a la pub. Continuez, parce que vous êtes en train de démontrer que toute opposition se fait laminer par un discours sectaire. Donc, mais je vous pose une question. Sauf que j'essaye de répondre et je ne peux pas finir une phrase. Si, allez-y. Alors attendez, parce que oui, vous allez être censuré parce qu'il y a la pub, mais au retour pub, je vous donne la parole. À tout de suite. Allez, on est ensemble jusqu'à midi. Je voudrais bien qu'on parle aussi des conséquences des décisions plutôt que va prendre le gouvernement. Mais Eric, je ne vous censure pas. Mais les auditeurs me disent oui, quand elle n'est pas d'accord, elle coupe la parole, machin. Je pose des questions, je vous agresse pas. Je vous pose une question. Je ne me sens pas agressé par vos questions. Voilà. Valérie, mais juste à pouvoir y répondre. Alors répondez. Répondez. Vous pouvez poser la question avant la pause. J'ai oublié. Moi aussi. Je voudrais juste dire, c'est que moi j'ai entendu des médecins, et d'ailleurs pas plus tard que la semaine dernière, je dînais avec des médecins parisiens de renom qui sont effrayés par l'obligation vaccinale et qui n'ont pas envie de se faire vacciner. Donc moi je n'y connais rien, j'ai toujours été nul en biologie. Quand je vois des médecins venir m'exprimer dans des dîners leurs doutes, je me dis que l'affaire n'est pas aussi claire et carrée que la propagande officielle ne veut bien le dire. Mais ils doutent de quoi? Là-dessus, je pense... Ils doutent de quoi? Ils doutent de quoi? Si j'ai bien compris, et c'est ce que dit d'ailleurs le docteur, mon ami Gérard Maudru sur son blog, on n'est pas encore au bout des surprises que l'ARN messager pourrait révéler. Moi, je n'en sais rien, je ne suis pas qualifié. Je note juste qu'il n'y a pas de consensus. Et je vais finir Valérie, j'ajoute juste que je persiste à dire que lorsqu'il y a des gens qui doutent, j'entends des médecins, moi c'est plutôt mon cas, j'en sais trop rien, mais c'est plutôt mon cas, mais il y a plein de gens en France qui doutent, je pense que les mettre sous pression pour qu'ils obéissent est une erreur de calcul fondamentale et qui se payera très cher. Mais alors, écoute, juste un mot, Gérard Maudru, votre ami, il est chirurgien urologue. Moi, j'aurais plutôt tendance à croire un chercheur qui travaille sur l'ARN messager depuis 1993, qui a déjà vacciné des gens, en tout cas utilisé cette technique sur des malades du cancer, sur d'autres choses, et qui voit dans l'ARN messager quelque chose de très prometteur et qui existe depuis 1993. Donc entre un scientifique qui travaille sur cette technique depuis 93 et un urologue, je serais tenté de croire, c'est comme si vous demandiez à un garagiste. Valérie, vous venez d'utiliser le mot qui fait sens. Pour vous, c'est une affaire de croyance. Mais pour moi, la science, c'est pas de la religion. Non, je suis convaincu. Pour moi, la science, c'est une affaire de raison, pas de confiance ni de sentiment. Si vous prenez, vous êtes dans l'irrationnel. Pardon. Éric, je note une chose, Éric, c'est que en général, on écoute ceux qui sont de notre avis, toujours. Donc vous trouverez toujours des gens qui pensent comme vous. Peut-être que moi, j'en trouverai toujours qui pensent comme moi, mais ça ne dit pas que parce qu'on est en vase clos et qu'on ne voit que des gens qui pensent comme soi, on a raison. Et c'est pas parce que vous rencontrerez un ou deux médecins qui diront la même chose que vous, vous la même chose que l'ensemble de la communauté médicale. Je revendique le droit au doute. Je ne pense pas avoir raison, je ne suis pas en train de vous dire que c'est vrai, c'est faux. Je dis juste que je doute, et je pense que douter dans la vie est une forme d'intelligence, Virginie, dont tu devrais t'inspirer. Non, mais Éric, je pense que... Oui, c'est méchant, c'est très méchant. Éric, c'est vous qui allez à Cadaqués ? Non, c'est moi qui vais à Cadaqués. Alors attention, Cadaqués est en train de se refermer. Un auditeur vient de m'envoyer. Les restaurants ferment les uns après les autres et les lieux ferment de plus en plus. Donc soyez vigilants. Pardon, Michel Taube. Mais je pense qu'une majorité de médecins sont pour la vaccination. C'est quand même ça surtout qu'il faut dire. Parce que, encore une fois, je pense que Éric a... La majorité n'a pas toujours raison. Je vais vous répondre à la place d'Éric. Oui, mais... si la vérité scientifique se décide par un vote à main levée,
Ta science, Michel, ne non, mais aucune confiance. Éric, non, mais c'est pas des mots à malheureusement, c'est la recherche, c'est l'innovation, c'est dans cette crise terrible que l'on vit, il y a aussi des sauts technologiques majeurs qui sont en train d'être faits, et c'est tant mieux, c'est comme ça aussi que l'humanité avance. Donc moi, je pense que... Et puis encore une fois, il n'y a pas que l'ARN messager. Si certaines personnes ont des doutes, il y a l'AstraZeneca, il y a Sanofi qui nous annonce, alors avec beaucoup de retard, un possible vaccin plus classique, entre guillemets, dans les mois qui viennent. Donc à la fin de l'année. Il y a une palette de possibles, il y a aussi des traitements. Moi, j'étais contre l'interdiction de l'hydrochloroquine à un moment donné. Il faut multiplier les solutions et ne surtout pas fermer des portes. On est en situation de crise très grave. Il faut avoir confiance dans les solutions que nous propose la médecine, et c'est tant mieux. Et je pense aussi que le retard qu'ont les Français est quand même très symptomatique par rapport à d'autres pays. Même l'Espagne est en avance sur nous. L'Espagne est en avance sur nous sur la vaccination. Donc entre les Anglais et les Espagnols, je trouve que les Français, on a une attitude trop conservatrice par rapport aux innovations qui se présentent à nous aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup de vaccinosceptiques dans les autres pays. La question est de savoir que va faire le gouvernement. Là, on est plus sur l'aspect politique. Est-ce qu'ils vont franchir le pas? Est-ce qu'ils vont décréter que les tests PCR seront payants? Est-ce qu'ils vont... qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour encourager la vaccination? Est-ce que le pass sanitaire peut être une façon d'inciter les Français à se vacciner? Moi, je fais le pas. Peut-être qu'on peut laisser, Jean-Luc Benamias. Le pass sanitaire, moi j'ai mon pass sanitaire, il est déjà fait, le pass sanitaire. Ah oui. Donc, pas la peine de le rendre obligé pour aller. Et justement, c'est de l'étendre à d'autres activités. Oui, mais à ce niveau-là, après, chacun voit bien que si on met par exemple un pass sanitaire pour entrer dans n'importe quel endroit public, personne ne pourra respecter ce genre de règles, puisque qui va mettre en place des structures nécessaires pour régler dans chaque magasin, dans chaque restaurant, dans chaque cinéma. Vous voyez bien déjà que avec tous les festivals qui heureusement auront lieu cet été, toutes les fêtes qui auront lieu cet été, tous les réunions de village, de villes et ainsi de suite, évidemment que tout ne sera pas contrôlé. On ne peut pas être dans une société qui contrôle tout. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que globalement, le fait de se vacciner par rapport à la période qu'on vit, je comprends que certains ne veulent pas, mais je pense que sans obligation, je pense que 80% de la population va se faire vacciner au fur et à mesure. Si le gouvernement cesse d'être en totale, permanente contradiction entre les différents ministres et le président de la République. Car pourquoi notre retard est là alors qu'on a plein de vaccins et on voit que ça ne se bouscule plus? Parce que les gens se disent, je sais plus maintenant qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Voilà. Donc il faut, globalement, on va finir par être à 80% de vaccinés en espérant que 80% ça suffise. Mais je suis d'accord, il faut se souvenir de la pusillanimité de l'exécutif quand il a démarré la campagne vaccinale. Il est allé sur la pointe des pieds, tétanisé par les sondages de l'époque qui disaient qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne voulaient pas se faire vacciner. Et franchement, il a manqué totalement de fermeté. Il a même suspendu certains vaccins pour les remettre sur le marché. Il a changé les âges. Enfin, moi, je comprends que les gens soient dans la confusion la plus complète à propos des vaccins. Et je comprends que le discours officiel ait été extrêmement confus, extrêmement contradictoire. Tout ça est parfaitement exact et je suis d'accord, mais malgré tout, quand on regarde, et là vraiment on peut les regarder tous avec calme, les chiffres dans les pays où le taux de vaccination est élevé, les chiffres non pas des contaminations mais des hospitalisations, on voit bien que c'est en chute libre, et ça c'est un élément qui est indiscutable. Les gens qui sont vaccinés ne retournent pas à l'hôpital, et les gens qui sont vaccinés développent des formes légères et transmettent des formes légères. Ça n'a plus rien à voir avec les gens qui prenaient de plein pot le virus et qui le transmettaient de plein pot. Et là, effectivement, les systèmes hospitaliers étaient embouteillés, les gens mouraient. Ouais. Moi, je deux petites choses. Pour être plus précis, c'est le 28 octobre qu'Emmanuel Macron, avec une légèreté que j'ai trouvée vraiment coupable, a dit « Évidemment, la vaccination ne sera obligatoire pour personne ». C'était dans une de ses adresses aux Français. J'ai trouvé ça scandaleux. Et on va payer. Et on risque de payer très fort cette doctrine
que Macron n'a jamais réussi à rattraper et qui n'arrivera pas à rattraper, je crains, dans les semaines qui viennent. Et deuxièmement, pour répondre à la question de Valérie Expert, moi je pense que je fais le pari, je prends le risque de parier que ce que va dire la semaine prochaine Emmanuel Macron, c'est qu'il enterre définitivement la réforme de retraite sous prétexte qu'on est encore sous pression du Covid. Voilà, à mon avis, ce qu'il va annoncer la semaine prochaine. Ça l'arrange. Ouais. Éric Verhaeghe, un dernier mot. Malheureusement. Éric Verhaeghe, non, Michel. Oui. C'est une bonne nouvelle. Michel, vous laissez parler Éric Verhaeghe, il a le droit de s'exprimer quand même, même si on n'est pas du tout d'accord avec lui. Je vais ajouter un mot sur ce que vient de dire Michel, que je crois c'est juste. J'ai quand même le sentiment que cette quatrième vague arrange tout le monde, puisque à commencer par Emmanuel Macron, puisque c'est un excellent prétexte pour ne pas réformer et pour ne toucher à rien. Alors, on n'a pas eu le temps de parler de la réforme des retraites. Il y a des calculs politiciens derrière cette affaire. Eh bien, on aura l'occasion de le voir, d'en reparler certainement à la rentrée. Il va se passer des choses pendant l'été. Voilà, c'est la dernière émission de la saison. J'en profite pour remercier Bastien, Thibault, les réalisateurs qui sont là. Enfin, Bastien qui a été là pendant toute la saison. Et puis Juliette Rioufol qui est à mes côtés, qui programme cette émission, avec qui on réfléchit le matin dans la joie et la bonne humeur et parfois dans le débat et avec qui j'ai énormément de plaisir à travailler. Voilà, très bon été et puis bon été avec Sud Radio et avec Vincent Ferniaud qui sera avec vous entre 10h et midi. Et je passe le relais à Christine Bouillot. Très bonne journée sur Sud Radio.